creuser les différents volets cités ce matin. Et le premier panel porte sur le rôle de l'assurance et de la réassurance pour combler le déficit de protection. Quels défis, quelles opportunités pour l'Afrique? Et pour nous éclairer sur le sujet, j'ai le grand plaisir d'inviter à mes côtés Madame Wafa Mrewah, directrice générale de la SCR Maroc. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. J'accueille également à mes côtés Monsieur Constant Assi, directeur général de Sounou Service, également sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Bonjour à vous, chère madame. Je vous invite à vous installer au niveau du fauteuil pendant que j'accueille également Monsieur Constant Assi. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Bienvenue. Je vous en prie, installez-vous. Alors bonjour et bienvenue à tous les deux et merci de nous rejoindre pour démarrer cette conversation avec ce premier panel. Alors Madame Wafa Mrewah, vous êtes directrice générale de la Société Centrale de Réassurance, vous êtes ingénieure de formation avec une expertise reconnue en transformation organisationnelle, en marché des capitaux, asset management, et votre parcours vous a mené à occuper plusieurs postes au sein du groupe CDG, du CDG Capital notamment, avant de prendre en 2023 la tête de la SCR. Vous travaillez à renforcer son positionnement en tant que leader national et régional de la réassurance. Monsieur Constant Assi, vous êtes directeur général de Sounou Service, vous êtes actuaire de formation avec plus de 10 années d'expérience en direction générale en Europe et en Afrique. Et votre parcours vous a conduit dans divers acteurs clés du secteur, notamment Allianz, CCRE, avant de jouer un rôle clé dans le développement du groupe Sounou, notamment à la tête de Sounou Assurance Vie Gabon. Et aujourd'hui, vous supervisez l'assistance technique de 37 filiales du groupe dans 17 pays, apportant donc votre expérience à ces éléments-là. Alors, durant cette session, mesdames et messieurs, nous allons démarrer par une présentation de chacun de nos intervenants avant de revenir ici pour poursuivre la conversation. Il est prévu un temps d'interaction avec le public, donc n'hésitez pas à bien noter vos questions. Nous prendrons le temps de répondre à certaines questions. Monsieur Assi, je vous propose de démarrer par vous, le secteur de l'assurance, puis nous passerons à la réassurance, si vous le permettez. Je vous invite à rejoindre le pupitre, il y a le pointeur qui est juste là-bas. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, accompagnons Monsieur Constant Assi. Excellences, cher Président, chers délégués, je pense qu'après l'intervention de nos aînés, le Président Loé et le Président Tidiane Thiam, c'est pas évident, effectivement, pour nous de reprendre la relève. En tout cas, merci de nous avoir ouvert effectivement la voie. Merci effectivement pour ces mots introductifs qui permettront de rentrer un peu plus en détail d'un certain nombre de sujets. Lorsqu'on a commencé à travailler en fait sur ce panel, Miwa et moi-même, on s'est dit on ne pouvait pas effectivement évoquer ce sujet, ce thème, qui est le rôle de l'assurance et de la réassurance pour combler le déficit de protection, défis et opportunités en Afrique, sans faire un zoom sur l'état des lieux de l'assurance dans nos pays, également les défis et les ambitions de l'Afrique au niveau de son organisation. C'est donc ce que je vais essayer de présenter ce matin sur la partie de l'assurance et Nouria avancera effectivement sur l'aspect réassurance. Alors, concernant l'état des lieux, on a essayé de faire un tableau de nos différents pays de présence. On a segmenté l'Afrique en 4 parties, avec l'Afrique du Sud, le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et enfin l'Afrique de l'Est. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on a une Afrique avec des marchés hétérogènes, avec des infrastructures différentes et plusieurs réalités suivant les régions.
Lorsqu'on zoome en fait sur l'Afrique du Sud, on voit que c'est une région qui est plus avancée dans l'industrie d'assurance et la réassurance. Le pays concentre plus de 68% des primes d'assurance en 2023, avec une structure économique et des produits adaptés à la demande. On a également le taux de pénétration d'Internet qui est très élevé, qui avoisine les 75% en 2022, et l'emploi informel qui avoisine les 40%, pour un taux d'alphabétisation qui est autour de 95%. Lorsqu'on remonte plus haut, avec le Maghreb, on a effectivement un développement qui est important dans cette industrie, avec de gros acteurs régionaux et des produits sophistiqués pour les populations. Le Maghreb représente environ 16,4% des primes émises en 2023, un taux de pénétration d'Internet qui est également important avec 81% de la population, l'emploi informel qui représente 67,3% et un taux d'alphabétisation qui est plutôt de 80-90%. Lorsqu'on progresse un peu plus sur la zone ouest et centrale, on a les primes d'assurance de la zone CIMA qui représentent environ 3% du marché total de l'assurance en Afrique, avec un taux de pénétration d'Internet en Afrique de l'Ouest qui est autour de 40%, contre 45% au niveau de l'Afrique centrale, et l'emploi informel qui est aussi autour de 90% pour l'ensemble de ces deux zones-là. Le taux d'alphabétisation oscillant entre 50 et 60 pour l'Afrique de l'Ouest, contre 22 à 80 pour l'Afrique centrale. Au niveau de l'Afrique de l'Est, les chiffres sont encore différents. On a effectivement les primes d'assurance qui représentent pratiquement 4% des primes totales d'Afrique, le taux de pénétration d'Internet qui est à 32% de la population et un taux d'alphabétisation qui avoisine les 80%. Lorsqu'on zoome un peu plus sur ces éléments, on se rend compte que l'Afrique est la région du monde qui est, en termes de croissance, la plus importante. On a une population qui est jeune, avec un âge médian qui est autour de 19%, et 25% de la population mondiale d'ici 2050, avec un potentiel du marché qui n'est pas du tout négligeable. On a un accès croissant à la technologie, mais en face de cette force-là, on a également des faiblesses, comme l'a effectivement présenté les deux présidents tout à l'heure, un très faible taux de pénétration d'assurance dans nos pays, une hétérogénéité de l'assurance dans toutes les zones qu'on vient de voir et un déficit de protection. Alors naturellement, cela effectivement constitue quelques opportunités puisqu'on se rend compte qu'on a une classe moyenne qui est de plus en plus croissante avec des besoins très spécifiques importants, des produits nouveaux qui semblent effectivement se développer, une plateforme Internet qui également se dynamise. Les menaces étant essentiellement la non-couverture de certains risques émergents, les faibles sanctions dans les cas de fraude, les inégalités socio-économiques et enfin la délocalisation de l'assurance des grands risques en dehors de l'Afrique. Donc face à cet état des lieux qui est présenté, on s'est dit qu'il était important quand même de regarder aussi les défis auxquels doit faire face l'Afrique. Et parmi ces défis, plusieurs axes, plusieurs tableaux sont présentés. Le premier, c'est le faible taux de pénétration qu'on a évoqué tout à l'heure. On a également la méfiance vis-à-vis des assureurs, du fait de situations passées où on a observé effectivement le non-respect de certains engagements de certains assureurs, le faible taux de bancarisation qui devrait être normalement, enfin la banque assurance devait effectivement être un axe de développement de l'assurance dans nos pays qui malheureusement ne se fait pas parce qu'on observe un très faible taux effectivement de cette couverture-là au sein de nos populations. La santé économique également pas au niveau, puisque l'assurance maladie est extrêmement absente. Et cette absence-là, essentiellement due en fait à une exclusion d'une bonne partie de la population sur les systèmes de santé, et donc expose ces derniers à des risques de dépenses catastrophiques. Lorsqu'on progresse avec les conséquences et les risques climatiques, on a effectivement des catastrophes naturelles qui sont présentes, qui en général ne sont pas couvertes dans nos pays, et des carences de données qui ne sont pas homogènes, qui sont quelquefois pas du tout exhaustives, et une faiblesse en fait de la conception des offres, une faiblesse du niveau de technologie, et malheureusement des politiques de prévention des
industrielle qui est quasi inexistante. La part du secteur informel dans une économie représentant une part très importante qu'on a pu le voir tout à l'heure dans les chiffres. Et face à ces défis, on se retrouve avec une Afrique qui a des ambitions. Et dans le programme et dans l'agenda 2023 de l'Union africaine, on a vu effectivement que l'Afrique avait 7 principales aspirations. On va faire un zoom sur les deux premières, donc celle de l'aspiration 1, qui est effectivement de faire l'Afrique une Afrique prospère, fondée sur une croissance inclusive et un développement durable. Et la dernière, qui est effectivement de faire l'Afrique un acteur et un partenaire fort et influent sur la scène internationale. Donc lorsqu'on zoome un peu plus sur ces deux ambitions, on va voir que dans la première ambition, qui est celle de faire de l'Afrique en fait prospère, fondée sur une croissance inclusive, plusieurs axes, plusieurs objectifs seront effectivement assignés. Le premier, c'est de faire croître le niveau de vie des populations. Ensuite, de veiller à l'éducation de ces populations-là, d'avoir une économie transformée, une agriculture moderne, une économie bleue et une économie avec des communautés durables et un plan d'environnement qui soit résilient, optimal. Sur l'axe 7, on voit une Afrique qui se veut un partenaire majeur dans les affaires mondiales et avec une coexistence pacifique. Et enfin, une Afrique entière responsable du financement et de son développement. En gros, ces objectifs de développement font donc un écho sur le rôle de l'assurance et ne pourront être atteints qu'avec une contribution forte du secteur. Voici présentés les 3 axes sur lesquels on s'est dit qu'il était important de s'attarder avant de passer effectivement à la phase des solutions, des propositions pour pouvoir faire de l'Afrique un secteur gagnant, en tout cas de l'assurance, un secteur gagnant pour le développement de notre chère Afrique. Je vous remercie. Beaucoup à vous, Monsieur Assis, pour cette présentation, pour l'état des lieux, les défis et les ambitions de l'Afrique. Nous allons poursuivre dans quelques instants. Madame Léouh, le pupitre, il est à vous. Après avoir écouté les perspectives du secteur de l'assurance, nous allons maintenant, mesdames et messieurs, écouter la perspective du marché de la réassurance africain et ses principaux défis. Mesdames et messieurs, honorables assistance, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de prendre la parole à l'occasion de cette édition de la FANAF 2025 autour d'un sujet extrêmement important pour notre industrie et pour notre continent, à savoir le rôle de l'assurance et de la réassurance dans la couverture du déficit et des risques. Évidemment, comme vous savez, l'Afrique est une région au potentiel économique indéniable. C'est la 2e zone de croissance la plus rapide au monde, après la Chine. On le voit à travers ce graphe et l'ensemble des indicateurs sur la croissance sur les dernières années, ainsi que les projections. Donc elle bénéficie d'une reprise de croissance depuis le Covid qui est assez soutenue, grâce évidemment à ses ressources naturelles, à l'urbanisation rapide, à sa démographie qui est jeune, aux réformes économiques et qui renforcent évidemment son attractivité pour les investissements étrangers. Pourtant, et on le voit bien, cette croissance demeure inégalement répartie et fragile face à de nombreux risques, à la fois internes et externes. Et évidemment, l'assurance et la réassurance, en tant qu'outil de stabilisation économique, jouent un rôle important et essentiel dans la réduction de cette vulnérabilité. Faites cette slide, et avant de rentrer dans les défis du secteur, c'est pour situer la problématique dans son contexte macroéconomique. Et cette slide, on le voit, elle nous renseigne sur une vérité, c'est que l'essor de l'assurance est intimement lié à la croissance économique. Donc on voit que l'évolution de taux de pénétration de l'assurance, il suit une courbe en S, donc avec une trajectoire avec 3 dynamiques différentes. D'abord dans les économies à faible revenu, puisque
pour ces pays-là, à gauche, on voit que l'assurance demeure marginale, contrainte évidemment par des capacités financières qui sont limitées et la culture de gestion de risque et de protection embryonnaire. Au-delà d'un certain seuil qui est estimé à 5 000 $ de PIB par habitant, l'accélération significative s'observe, évidemment grâce à l'augmentation du pouvoir d'achat, grâce à l'urbanisation et la structuration des marchés dans leur ensemble qui catalyse la demande en couverture aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Et enfin, dans les économies les plus avancées, la progression ralentit et atteint un plateau puisque le marché arrive à maturité. Alors, pourquoi cette corrélation? Parce que d'abord, l'essor économique, comme on le voit ici, constitue un terreau fertile pour l'assurance à travers plusieurs mécanismes. D'abord, parce que quand il y a de la croissance économique, les revenus augmentent, la capacité à s'assurer, elle est là. Deuxièmement, le secteur privé se développe à travers l'investissement. Il y a plus d'urbanisation, les conditions de vie s'améliorent. Et puis, le renforcement du cadre réglementaire et institutionnel, qui est évidemment un levier important. Et enfin, il y a l'évolution des risques et de l'innovation dans le domaine assurantiel. Inversement, l'assurance, elle bénéficie, comme on l'a vu, des effets de la croissance économique et elle-même, elle s'érige en un levier puissant pour cette croissance économique à travers trois dimensions. D'abord, l'assurance en tant que vecteur de croissance, puisqu'elle facilite la prise de risque et elle incite aux investissements parce qu'elle mobilise de l'épargne et elle finance l'économie. Le deuxième axe, l'assurance comme étant un vecteur de stabilité, puisqu'elle permet la protection des sources de revenus et l'absorption des chocs post-catastrophe. Et on l'oublie parfois, mais aussi les assureurs et les réassureurs sont des investisseurs de long terme qui permettent de donner cette stabilité à nos marchés économiques. Et enfin, l'assurance en tant que vecteur de mutualisation, de mise en commun des risques et de transfert d'une génération à une autre. Alors, rapidement, et sans peut-être s'attarder sur les chiffres que nous avons vus avec M. Richard Loué et avec M. Constant, rapidement pour rappeler que le marché de l'assurance en Afrique pèse à peu près 64 milliards $, dominé essentiellement par l'Afrique du Sud, qui connaît un développement significatif de l'assurance vie, à contrario dans les pays hors Afrique du Sud, où c'est plutôt l'activité non-vie qui est plus courante. Et donc cette concentration-là, on la voit dans le camembert, puisque l'Afrique du Sud représente à peu près 70% du marché, suivi du Maroc, Égypte, Kenya, Nigeria, et tout le reste de l'Afrique ne représente que 13%. C'est des chiffres aussi que nous avons vus sur le taux de pénétration, sans se répéter, peut-être les chiffres ne sont pas exactement les mêmes, ça dépend effectivement si on intègre quelle zone de l'Afrique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a effectivement ce sujet de taux de pénétration extrêmement faible, sachant que l'Afrique représente 17% de la population en monde, mais au niveau mondial, elle ne représente que 1% du marché mondial de l'assurance. Et la dépense moyenne, donc la densité de l'assurance en Afrique, et notamment hors Afrique du Sud, est extrêmement basse par rapport à d'autres pays. Et ce déficit de couverture, évidemment, touche et impacte des domaines qui sont très critiques, notamment pour l'Afrique. D'abord, le domaine agricole, puisque le secteur agricole constitue à peu près 35% du PIB de l'Afrique. Il emploie près de 60% de la population active. Par contre, nous avons moins de 1% des petits exploitants africains qui sont assurés. La protection sociale, donc moins de 20% de la population qui est couverte par une prestation de protection, et les dépenses publiques moyennes qui représentent des parts très faibles en termes de PIB. Sans oublier évidemment les impacts des changements climatiques, puisque l'Afrique est sévèrement exposée à cause des changements climatiques, justement à plus de catastrophes naturelles et de plus en plus graves, et qui sont très faiblement couvertes. Je viens au marché de la réassurance africain. Si on fait le zoom sur le marché de la réassurance africain, notamment sur la branche non-vie, sur les 63 milliards de dollars dont on a parlé tout à l'heure, nous avons 21 milliards de marché d'assurance non-vie en Afrique.
de réassurance pèse 6 milliards, donc un taux de cession significatif. Et sur les 6 milliards, il y a un peu moins de 2 milliards qui restent sur le marché africain. Et à peu près 70% sont cédés à l'international. Donc une dépendance à la réassurance internationale, de faibles capacités de rétention au niveau régional et évidemment des sorties de devises au niveau du continent. Le marché de la réassurance, c'est compter un réassureur au niveau du continent, donc un marché fortement fragmenté. La majorité des réassureurs n'ont pas les ratings nécessaires les ratings nécessaires requis pour le développement de l'activité, malgré que le ratio combiné et le contexte de sinistralité en Afrique reste raisonnable par rapport à d'autres régions dans le monde. Alors pour résumer sur les défis du marché de la réassurance et pour compléter les propos de M. Assi, je pense qu'il y a 5 points essentiels que nous devons relever comme défis en tant que réassureur africain. D'abord, un besoin de capitalisation et un manque de capacité de rétention des risques au niveau régional. Deuxièmement, la couverture insuffisante des catastrophes naturelles. Troisième point, c'est une réglementation hétérogène et une faible intégration régionale. Nous avons plusieurs régions et avec des mécanismes de protection et des dispositifs réglementaires qui ne sont pas homogènes et qui fragilisent l'essor de réassureurs et d'acteurs transfrontaliers. Le quatrième point est important aussi, c'est un besoin d'une formation, un renforcement des expertises. Et enfin, une disponibilité et une qualité de la data qui devrait s'améliorer. Voilà donc ce que j'avais à dire, à partager avec vous sur cette première partie du panel sur les défis, avant d'attaquer les autres questions sur les opportunités. Merci. Merci à vous, Madame Weber. Merci pour votre partage, pour cet état des lieux. Je vous invite à vous joindre à nous pour que nous puissions effectivement poursuivre la conversation ensemble. Un état des lieux extrêmement intéressant de part et d'autre. Et je vais me tourner vers vous, Monsieur Assi. Face à cet état des lieux que vous avez effectué, selon vous, quelles sont les solutions concrètes que les assureurs et réassureurs pourraient apporter pour combler ce déficit de protection en Afrique? Ok. Allô? Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci en tout cas pour cette question. La réponse n'est pas aussi évidente, parce qu'on l'a effectivement vu tout à l'heure. En même temps qu'on a un état des lieux qui est présenté, qui est relativement difficile, en tout cas difficile, avec beaucoup de variations d'une région à une autre, l'Afrique a des défis, mais surtout l'Afrique a des ambitions. Comment arriver en fait à consolider l'ensemble de ces éléments et apporter des éléments de réponse à cela? En tout cas, on a essayé de réfléchir avec l'ensemble des acteurs et puis surtout de s'inspirer aussi de choses qui fonctionnent à l'extérieur. L'une des premières solutions effectivement qu'on a vues, c'est le renforcement de l'assurance maladie. Comment est-ce qu'on peut valablement se développer si nos populations ne sont pas suffisamment prises en charge sur ces sujets-là? Donc, on a un vrai besoin, en tout cas, de développer l'assurance maladie, de renforcer l'assurance maladie au sein de nos populations, d'en faire des produits simples, accessibles et qui permettent en fait à monsieur tout le monde, madame tout le monde, d'accéder effectivement à ces soins-là et que cela ne soit plus en fait un handicap finalement dans le quotidien. Le deuxième aspect qu'on voit, c'est celui de la partie tarifaire. On pense qu'il faut révolutionner l'approche tarifaire. On a une approche qui est souvent basée sur les réalités de l'assureur et pas forcément effectivement celle des assurés, donc des clients potentiels. Et donc, si on arrive demain à se dire que le produit qu'on va proposer, l'offre qu'on va proposer, vient plutôt du client, vient plutôt du prospect, parce que ce dernier a exprimé en tout cas son besoin, on va voir effectivement que l'adhésion sera beaucoup plus importante, voire plus forte que ça ne l'est par le passé. On a également un axe sur lequel on pense qu'il faut travailler, c'est le service. Aujourd'hui, la plupart des offres que les assureurs proposent sont des offres
je vais dire, technique. On allie, on combine en fait des formules et on propose une garantie qui n'est pas forcément comprise par le client. Ensuite, lorsque les sinistres surviennent, parce que c'est aussi ça l'essence de l'assurance, de payer effectivement les sinistres quand ça survient, malheureusement, ce qu'on donne, c'est soit un capital, dans le cas de l'assurance vie, ou l'indemnisation en fait du préjudice. Mais je pense qu'aujourd'hui, nos clients, et on l'a vu effectivement dans l'état des lieux qui a été fait, ont besoin d'un peu plus que cela. Ils n'attendent plus forcément aujourd'hui d'être indemnisés, ils attendent effectivement d'être accompagnés lorsque le risque survient. Et à cela, je vais prendre quelques exemples. Si vous avez un client qui a souscrit une MRH et que demain, il a effectivement un sinistre, je ne sais pas, de dégâts des eaux qui arrivent chez lui, c'est vrai que l'assureur va intervenir, mais ce qu'il attend peut-être un peu plus, ce n'est pas effectivement qu'on lui rembourse en fait les frais qu'il aura engagés dans 1 mois, 2 mois, ou en tout cas dans un certain temps, mais c'est plutôt qu'on lui envoie un artisan qui va être capable de venir réparer dans l'heure qui suit effectivement le sinistre son dégât et qu'il puisse recouvrer l'intégralité de sa maison pour en profiter. Oui. Si je prends le cas de l'assurance, la GAV, donc les garanties accident de la vie, ça a été évoqué ce matin par le président Tidiane Thiam. Lorsque j'ai un sinistre, un accident qui survient et que je n'ai plus toutes mes facultés pour pouvoir me mouvoir chez moi ou dans mes activités, ce que j'attends, ce n'est pas forcément un capital, mais c'est plutôt quelqu'un qui va venir m'accompagner pour réorganiser ma maison, pour réorganiser mon activité, en tout cas me soutenir là-dedans. Et s'adapter à la nouvelle situation. Un véritable accompagnement de bout en bout, en fait. Exactement. Et je pense que c'est ce sur quoi aujourd'hui les assureurs devraient effectivement travailler. Ne pas seulement proposer une garantie, mais un service derrière, parce que c'est ce service-là qui a fait la différence vis-à-vis de nos clients et qui vont faire effectivement que ces derniers seront totalement embarqués dans la politique d'assurance. Très clair. Alors, un point important que je ne vais pas effectivement que je vais évoquer, c'est celui de l'éducation. Ça a été dit, on a véritablement un déficit d'éducation de nos populations, de nos prospects effectivement sur les risques. En fait, on ne... Alors, je ne vais pas dire qu'on n'a pas suffisamment, mais en tout cas le constat est là. Il y a une volonté, en tout cas un souhait, de faire de l'éducation, de l'assurance, une réalité. Lorsque vous avez des populations qui ont une activité qui est couverte, qui ont besoin de cette activité pour survivre, et que du jour au lendemain, ils perdent tout, et qui ne sont pas sensibilisés au fait que c'est important de prendre une assurance, ça pose problème. Beaucoup de nos cadres qui partent de la formation primaire jusqu'à démarrer le travail n'ont jamais entendu ce que c'est qu'un produit d'assurance vie, n'ont jamais entendu ce que c'est qu'une couverture, ce que ça comporte, et l'intérêt qu'ils peuvent effectivement avoir à être couverts de ces risques-là. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'éducation et nos organisations professionnelles et nos États, je pense, devraient en tout cas travailler effectivement dans ce sens-là. Je m'arrête là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Beaucoup à dire effectivement, mais en tout cas l'intégration de cette éducation, de cette sensibilisation en amont est le plus tôt possible pour que réellement derrière nous en ressentions les bénéfices. Je vais me tourner vers vous, Madame Wafa Mleme. Qu'en est-il cette fois-ci des solutions concrètes pour la réassurance en Afrique? Alors, du point de vue réassurance, je pense que les opportunités sont nombreuses. Et je commence par un point essentiel, c'est l'harmonisation et l'amélioration des régulations. Parce que, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'Afrique, nous avons plusieurs régions avec des réglementations spécifiques, avec généralement des mécanismes de protection. Et tout à l'heure, il y avait une question qui était évoquée sur le bon équilibre entre l'ouverture et la protection. Et je pense que l'Afrique gagnerait à réfléchir protection d'abord au niveau continental et pas uniquement local. Donc l'harmonisation des régulations étant un préalable important pour le développement du marché de réassurance.
Le deuxième point, c'est toutes les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui très importantes pour une meilleure accessibilité aux produits de l'assurance, pour le développement de l'assurance inclusive, mais aussi pour la sophistication des produits de réassurance. C'est aussi un levier incontournable aujourd'hui. Le troisième point, effectivement, M. Assi l'a signalé, c'est l'éducation, la sensibilisation pour faire connaître l'assurance, faire connaître la réassurance. Un point aussi important pour la réassurance, c'est le développement des partenariats entre les acteurs régionaux, entre les acteurs africains, pour plus de synergie entre eux d'abord, pour plus de partage. Dans un second temps aussi, plus de partenariat avec évidemment les réassureurs internationaux qui apportent des capacités financières importantes, qui ont aussi une longueur d'avance en termes d'expertise. Et enfin, des partenariats aussi avec des bailleurs de fonds et des ONG internationales, parce qu'il y a le sujet de financement de certains risques qui sont spécifiques à l'Afrique, comme l'agriculture, la sécheresse, les risques catastrophiques, on peut designer des produits d'assurance et de réassurance, mais in fine, il y aura un sujet de financement et donc leur contribution peut être intéressante. Et enfin, si on a tous ces leviers-là, je pense que travailler vraiment sérieusement entre acteurs africains pour développer des produits spécifiques à l'Afrique, des produits affinitaires, des produits à usage adaptés à la population africaine, des produits de couverture des risques spécifiques à l'Afrique. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je reviendrai vers vous pour illustrer un petit peu cela. Je voudrais à ce titre, justement, pour nous projeter, comprendre de manière concrète, illustrer, si vous le permettez, avec quelques exemples, Monsieur Assi, si vous pouvez nous partager des retours d'expérience aboutis de votre expérience qui ont vraiment contribué à réduire le déficit de protection en assurance en Afrique. Alors, je vais partager une expérience vécue sur un marché sur lequel j'étais il y a quelques années. C'est sur le marché du Gabon. C'est une expérience, en fait, qu'on dit réussie parce que elle a permis finalement d'allier un peu tous les aspects qu'on vient d'évoquer. La digitalisation, tout ce qui est au niveau des plateformes numériques, tout ce qui est produit simple, révolution effectivement dans l'approche tarifaire. On n'est plus en fait dans un bureau en train de designer un produit, mais on va vers les populations, on prend en compte leur réalité, et de ces réalités-là, on offre effectivement la couverture qui va avec. Donc c'est un produit effectivement, enfin c'est un produit puisqu'il est encore commercialisé, c'est un produit de prévoyance qui permet de couvrir contre le risque des décès et d'invalidité des personnes qui n'avaient pas accès en fait finalement à ce type d'offre-là. Et l'approche a été simple, c'est de dire on ne va pas effectivement rester dans notre bureau pour monter le produit, on va aller voir la population cible sur ce garantie-là. Donc c'était les mamans, comme on dit en fait dans notre pays, les mamans qui commercialisent dehors, qui ont une activité qui n'est peut-être pas très prospère, mais en tout cas qui ont une activité. Le matin se lèvent, vont vaquer à ses occupations, rentrent chez elles, avec pas beaucoup de ressources, mais en tout cas fiers effectivement de pouvoir le manipuler. Et on s'est dit, au-delà de l'aspect épargne, qui pouvait effectivement qu'on retrouvait classiquement parce que ça existait déjà, on voulait travailler maintenant sur la couverture vraiment d'essai invalidité, parce qu'il arrivait quelquefois que ces personnes ne soient plus là et que l'invalidité effectivement pouvait arriver et donc toute l'activité complètement bloquée. Et on a monté ce produit-là qui leur permettait chaque mois de payer une prime qui faisait 500 francs CFA. 500 francs CFA, je ne dis pas que c'est rien, mais en tout cas c'est un montant que ces clients-là, ces prospects-là, étaient sûrs de pouvoir payer chaque mois. Vous voyez, on n'était plus dans l'approche où on disait voici votre prime, elle coûte 20 000 francs par an, elle coûte 50 000 francs par an. Non, c'est de dire quel est le montant que vous pouvez effectivement payer. Et on avait une vraie intégration de l'ensemble du process, avec une vraie démarche, une interaction qui se faisait. Une première partie qui était le contact, on l'a évoqué ce matin
Je dis, l'assurance reste quand même effectivement un outil de contact, de confiance. Et puis, dès l'instant où c'était enclenché, elles payaient elles-mêmes leur prime directement par les outils mobiles chaque mois, de façon assez interactive, de façon fonctionnelle, et ça marchait. Et on s'est dit, waouh, en fait, on aurait pu rester effectivement dans nos bureaux sur les autres produits qu'on commercialise classiquement, qui, c'est vrai, se développent, mais pas aussi important, pas de façon aussi importante que celui-là. Et ça a été un vrai succès. Un vrai succès parce que en quasiment 6 mois, pour ceux qui connaissent la population du Gabon, c'est autour de 2 millions d'habitants, on avait pratiquement 100 000 souscriptions. Oui, ce qui est conséquent. Ce qui est conséquent. Absolument. Et ça nous a permis d'adresser effectivement ce point-là. Et surtout, d'avoir ce retour en fait, de ces clients qui nous disent, mais finalement, personne ne nous avait proposé ça. Personne n'était venu nous voir effectivement pour nous dire qu'on aurait pu effectivement accéder à l'assurance de façon aussi simple, de façon aussi efficace et surtout accessible. Parce que jusque-là, ces populations ont considéré l'assurance comme quelque chose qui était effectivement à destination des riches. Inaccessible. Et c'est dire ce que vous disiez tout à l'heure, qui était de se placer de la perspective de l'assuré et non pas uniquement la perspective de l'assurance. Et donc cet exemple illustre le succès de cette initiative. Merci beaucoup, Monsieur Assis. Madame Wafabléo, tout à l'heure, avec Monsieur Richard Loué, nous parlions des compétences, des expertises. J'aimerais aussi avoir votre perspective sur la chose, notamment sur la réassurance. Quelles sont les expertises nécessaires à votre avis? C'est pour cette question, effectivement. Les initiés, les participants à ce congrès qui connaissent parfaitement l'industrie de réassurance connaissent déjà quelles sont les expertises effectivement requises. Alors pour répondre à la question, l'écosystème de la réassurance, il repose sur un maillage assez complexe d'acteurs et d'intervenants avec des profils, richesses dans les profils et dans les compétences. Alors pour décrire ça, je dirais qu'il y a des familles d'expertise. D'abord, des expertises techniques, tout ce que nous appelons expertise technique, tout ce qui est actuariat, modélisation, gestion des risques, mais aussi les expertises de souscription, qui sont généralement des expertises par branche d'activité, que ce soit dans les secteurs industriels, énergétiques, maritimes, transport, assurance vie, etc. La deuxième famille des expertises, les expertises financières, donc pour la gestion des fonds propres, pour les normes IFRS, pour les solvabilités, les normes de solvabilité, mais aussi pour la gestion d'actifs et la gestion des portefeuilles et des réserves des compagnies d'assurance et de réassurance. Le troisième bloc d'expertise, c'est tout ce qui est juridique, ce qui est important, et conformité et réglementaire. Et j'oublie pas le bloc aussi de digital, parce que c'est important. Les expertises digitales, aujourd'hui, dans notre industrie, jouent un rôle essentiel dans l'efficience des process, dans la transformation des parcours clients, dans les temps de réponse. Et enfin, les expertises qui sont importantes aussi, c'est tout ce qui est lié au développement commercial et stratégique, pour la connaissance des marchés sur lesquels on s'expose, et puis tout ce qui est négociation des affaires. Voilà globalement le panorama des expertises qui composent l'industrie de la réassurance. Merci beaucoup, merci pour ce partage. Alors, Monsieur Assis, pour récapituler très brièvement, parce que j'aimerais offrir l'opportunité à notre audience dans la salle de vous poser quelques questions avant qu'on clôture ensemble ce panel. Quelles sont les actions clés à mettre en place en priorité pour pallier à ce déficit de protection de l'assurance en Afrique? 4 actions, pas plus. Si on arrive à faire ça, je pense que ce serait très très bien. Première action qui est importante, et on l'a dit, c'est de faire de l'éducation, de l'assurance et des services financiers priorité. On est tous d'accord là-dessus. Les 2 premiers intervenants l'ont dit. Tant qu'on n'aura pas une population sensible à ce sujet-là, le développement de l'assurance ne va pas s'opérer comme on souhaiterait. Donc, le premier point, c'est vraiment de veiller et de travailler à la formation, à l'éducation, je dirais, de nos populations sur tout ce qui est risque assurantiel et tout ce qui est risque financier.
Le second axe sur lequel on pense qu'il faut également travailler, c'est celui de la digitalisation, de tout ce qui est plateforme numérique. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, le groupe Sounou a énormément investi en fait, sur le sujet, avec beaucoup de développement, de modification des parcours, interactions effectivement différentes avec les clients. Donc, sujet extrêmement important pour lequel effectivement on progresse. On a également un troisième axe que j'ai évoqué tout à l'heure, mais sur lequel je souhaiterais effectivement qu'on puisse aussi embarquer, c'est la combinaison, le combo gagnant entre l'offre de produits et le service. Si on offre des produits et que ces produits-là ne sont pas accompagnés de services, malheureusement, on va rester, je ne vais pas dire au même niveau, mais en tout cas la progression ne sera pas à la hauteur de nos attentes. Donc il faut qu'on travaille effectivement à ce que cette combinaison-là devienne une réalité effectivement dans nos pays et qu'on puisse effectivement en faire quelque chose de très gagnant. Le dernier point effectivement sur lequel on travaille, c'est la donnée. On le sait tous, la donnée constitue un vrai handicap dans le développement de nos pays. Tout ce qui ne se mesure pas ne se décide pas. Si on n'arrive pas effectivement à avoir une vraie collecte des données, que ces données soient exhaustives, qu'elles soient fiables, qu'elles soient récurrentes, qu'elles soient permanentes, on va effectivement se retrouver dans des situations compliquées. Et je pense que Auria qui est ici pourra effectivement le dire, lorsqu'on préparait effectivement ce panel, mais suivant les sources qu'on prenait, on voyait effectivement que les données qui étaient un peu différentes. Et lorsqu'il y en avait, souvent, elles n'étaient pas continues. Donc, beaucoup de discontinuité. Et malheureusement, tout cela n'est pas de nature, effectivement, à permettre le développement de notre économie d'assurance. Donc, vrai sujet sur les partenariats qu'on peut avoir pour définitivement adresser la problématique des données, qu'elles soient permanentes, qu'elles soient continues, qu'elles soient exhaustives et qu'elles nous permettent efficacement de décider sur les actions de notre industrie. Absolument, et qu'elle soit fiable. Nous sommes dans une ère, en effet, où la donnée, c'est la nouvelle monnaie. Merci beaucoup pour ces 4 points très clairs. Je vais me tourner vers vous, Madame Mleweh, avant qu'on s'adresse à notre audience. Quelle est votre perspective d'avenir pour le secteur d'assurance en Afrique, réassurance? Alors, on a vu que nous avons plusieurs défis, et derrière ces défis, évidemment, il y a des opportunités. Je pense qu'au niveau de l'Afrique, nous avons les moyens, et largement le potentiel et les capacités pour relever ces défis. Pour moi, la vision d'avenir, elle doit être unique au niveau de l'Afrique. Par contre, l'action, elle doit être collective entre le secteur public et privé, entre assureurs et réassureurs, entre régulateurs et autorités. Et la vision que nous portons au sein, en tout cas de la SR, c'est celle d'un marché plus fort, intégré, avec une meilleure adoption des produits d'assurance au niveau de la population africaine, avec une meilleure couverture des risques catastrophiques et émergents, et enfin un marché de réassurance qui peut réellement rivaliser avec les grands groupes internationaux. Merci beaucoup, merci pour ces partages et nous ressentons déjà quelques axes dégagés depuis ce matin, des aspects qui reviennent souvent dans vos propos. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous offrir l'opportunité de poser quelques questions. Comme je le disais ce matin, votre voix compte, votre expérience et votre expertise compte. Je propose peut-être d'éclairer la salle afin que nous puissions voir qui lève la main. Puis je vous proposerai de nous poser votre question de manière brève après une introduction avec nos prénoms. N'hésitez pas à lever la main bien haut. Je vois monsieur ici au centre. Je vois une deuxième question sur la droite et une troisième. Voilà, nous allons prendre 3 questions et nous allons répondre. Merci. Alors, je me présente, Abdraman Kouyaté, directeur de compagnie d'assurance, président du marché malien des compagnies d'assurance. Alors, je remercie les 2 panélistes, du moins les 2 panels et les 2 intervenants par panel, en commençant par le doyen Richard Louis. Et les 2 panels ont évoqué des sujets qui sont assez transversaux et mon constat est le suivant. Si pour la plupart des participants anciens dans cette salle, M. Louis a présenté un panel en 2008
la FANAF de Bamako, concernant un peu l'état des lieux. Et c'est ce même état des lieux qui vient de nous être présenté, avec approximativement les mêmes difficultés de taux de pénétration sur nos marchés, notamment la zone ciment, surtout la zone francophone. Et 80% du chiffre réalisé dans nos marchés appartient quasiment à l'Afrique du Sud. On peut imputer ça au développement. Mais le constat, il est tout simple. Il a évoqué dans les pays occidentaux en Asie le volume très très important de l'obligation d'assurance. Et je pense qu'il ne faut pas que nous oblitérions cet aspect-là. Dans d'autres pays, on a 50 branches, on a 60 branches d'assurance obligatoire. De 2008 à aujourd'hui, aucun de nos pays n'a vu évoluer le volume de ces assurances obligatoires. Donc, c'est le lieu d'interpeller les régulateurs et les autorités publiques aussi. Oui. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous sommes à 3 branches. Monsieur Assis et Madame de la SCR ont évoqué les aspects innovation, on a évoqué les aspects technologie. Je pense qu'en 20 ans, ces technologies, nous en bénéficions parce que le monde, c'est devenu un village planétaire. L'informatique, c'est à la disposition de tout le monde. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est à la disposition des enfants de Pékin, de Washington comme de Ouagadougou. Et je pense que c'est le bon sens et la chose la mieux partagée. Il faut qu'on parle du vrai problème, qu'on prenne le taureau par les cornes, c'est l'obligation d'assurance. Absolument. C'est un point qui a été évoqué plusieurs fois. Exactement. Vous avez parfaitement raison. Les autorités doivent être interpellées pour que de 2 à 3 branches obligatoires, qu'on puisse les porter à 10 assurances ou 10 branches obligatoires. Vous allez voir le résultat. Nos marchés vont décoller. On va quitter le niveau des taux pitoyables de 0,5, de 1,5 à 15-20%. Je vous remercie. Merci infiniment à vous, cher monsieur. Merci pour ces propos. Nous allons prendre la deuxième question là sur la droite et puis nous reviendrons vers vous, monsieur. Si vous pouvez vous présenter le temps qu'on vous donne le micro. Merci. Oui, c'est Sadio Bakayoko, assureur à la retraite. Je vais dire ça comme ça, c'est plus facile. Merci pour votre présence parmi nous. Alors, je reviens un peu sur sur le risque santé que M. Assis a évoqué. Là-bas, il y a vraiment un déficit de protection. Nous sommes tous d'accord. Le président Noé a parlé de particulier. Si vous voyez, sur nos marchés aujourd'hui, l'assurance santé, c'est beaucoup plus du collectif. Or, qu'est-ce qu'on constate sur ce risque? Je crois que sur la plupart de nos marchés, il est déficitaire. Alors, ma question va s'adresser à la DG de la SCR. Du point de vue de la réassurance, comment nous pouvons partager ces risques pour qu'ils soient moins présents pour les assureurs? Je le dis parce que dans une vie antérieure, j'étais encore réassureur à la CICARI. Nous avions à l'époque proposé des programmes de réassurance pour la maladie. Peut-être c'est les compagnies elles-mêmes qui refusaient. Est-ce que les choses ont évolué aujourd'hui? Est-ce que la SCR, dans votre cas particulier, pour les portefeuilles maladie des compagnies d'assurance, qu'est-ce que vous leur proposez? Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre portefeuille de la SCR, l'assurance maladie a une part importante en termes de réassurance? Merci. Pour cette question, et enfin une troisième question ici au centre, puis nous répondrons à ces trois-là. Merci. Merci madame, merci messieurs. Je suis Mamadou Racine Batili. Bon, Sadio dit qu'il est un assureur à la retraite. Moi je dirais que je suis un assureur à la retraite qui résiste. Puisque je suis responsable du Takaful dans une société d'assurance vie. La pratique, le voisinage et la réflexion sur l'assurance Takaful me permet de rebondir à la fois sur les observations de Salut, de M. Thiam et des panélistes.
pour dire que on reconnaît à l'État le devoir de compléter la protection du public quand il s'agit de risques de population à revenus relativement faibles et pour prévenir une espèce de dérive de la sinistralité qui arrive pour les classes moyennes quand on protège la santé. Les assureurs, parmi les intervenants, ont un instrument qui est une espèce de mutuelle qu'ils gèrent dans le respect d'un certain nombre de règles. Donc c'est une mutuelle et cette mutuelle a la caractéristique d'être orientée client à 100%, puisque l'ensemble de la prime de risque est géré pour le compte et le profit exclusif des assurés. Le défaut que nous avons en matière d'assurance, disons de soigner, de surveiller le règlement des sinistres est gommé. La dérive que nous avons quand c'est l'administration qui gère la santé et que donc il y a un excès de consommation et peut-être contré par la possibilité, disons, d'une gestion mutuelle, les assurés assurent les assurés. Donc avec le TACAFUL, je suggère que nous ayons une réflexion pour voir quel chemin nous pouvons parcourir pour augmenter l'inclusion et l'élargissement de l'assurance. Merci beaucoup. Votre intervention, grand merci à vous. Je vais me tourner vers vous, Monsieur Assi, Madame Brewer, pour adresser ces 3 questions. Je vous en prie, l'un ou l'autre. Vous allez tous les 2 intervenir. Je vais commencer par la question qui m'a été directement posée concernant le rôle de la SCR sur l'assurance santé en Afrique. Justement, notre vision aujourd'hui, c'est d'être dans un schéma de partenariat global et de ne pas être dans une sélection branche par branche, dépendamment de sa profitabilité. Évidemment, l'assurance santé, elle a ses particularités avec la fréquence de la sinistralité, avec les risques d'inflation médicale, avec tout ce qu'on sait comme spécificité du marché. Mais nous sommes dans une optique où on voit un partenariat global avec nos clients et les cédants africains pour les supporter, les soutenir sur les branches dont ils ont besoin en termes de support et de capacité. Et nous sommes évidemment preneurs des affaires où il y a plus de rentabilité. Le deuxième point, c'est vraiment, il faut qu'on se dirige vers la mutualisation et le partage des risques entre les différents pays sur certaines branches d'activité. Je pense à des exemples de structuration de pools de réassurance au niveau de l'Afrique, justement pour faire face à ces problématiques qui peuvent être posées d'antisélection sur certaines branches en faveur d'autres branches. Mais pour vous rassurer, on est là pour soutenir nos clients, aussi bien sur les branches déficitaires que sur les branches qui sont plutôt qui dégagent des résultats positifs. Merci beaucoup, Madame Brewer, Monsieur Constant Assi. Alors, je vais juste intervenir sur l'aspect de l'état des lieux, où on a effectivement noté que depuis quelques années, on a limite l'impression que l'assurance en fait n'évolue pas au sein de nos organisations. Alors, c'est justement parce qu'on a effectivement fait ces constats qu'aujourd'hui, on se dit il faut qu'on utilise en fait d'autres outils pour pouvoir permettre l'accélération de la couverture d'assurance au sein de nos organisations. On a l'avantage d'avoir effectivement un outil puissant qui est celui de la donnée, donc tout ce qui est autour de son traitement. On l'a évoqué également ce matin. Dès l'instant où on aura effectivement utilisé efficacement cette donnée-là, on pourra avoir des modèles beaucoup plus efficaces et donc adresser plus facilement en fait les besoins des populations. Et on l'a évoqué tout à l'heure également, c'est de revoir finalement l'approche qu'on a. Si on constate qu'après quelques années, les modèles en fait qu'on a expérimentés ne fonctionnent pas,
c'est l'occasion peut-être de se poser la question de pourquoi et finalement les revoir. Et parmi les approches qu'on retient aujourd'hui, c'est de dire ne restons plus dans nos bureaux pour effectivement proposer des offres de produits, allons plutôt vers les populations, déterminons leurs besoins et à partir de leurs besoins, proposons effectivement les produits qui permettent effectivement de combler. Ensuite, on a une autre problématique, c'est de dire la téléphonie avance aujourd'hui. C'est un axe sur lequel on peut travailler. On a la partie bancaire sur laquelle on aurait pu aussi travailler. Malheureusement, le taux de bancarisation fait que les personnes à qui on peut adresser ce type de produit-là n'est pas assez important. Et donc, si on a la partie téléphonique qui progresse très bien, on a vu des taux de pénétration qui sont 80-90% même dans certains pays, c'est peut-être effectivement d'explorer cette partie-là. Et je pense que c'est un régulateur travaille effectivement à accompagner en fait des assureurs dans ce sens-là. En tout cas, au niveau de la zone CIMA, c'est le cas. Il y a un règlement qui est sorti qui effectivement donne la possibilité aux assureurs de travailler effectivement sur ces axes. Donc je vois qu'il y a une vraie volonté en tout cas d'utiliser les outils nouveaux, des moyens nouveaux pour pouvoir faire progresser en fait le niveau de pénétration de l'assurance au sein de l'organisation. Je pense que ce sont des axes sur lesquels il faut qu'on travaille. Et puis, j'insiste là-dessus, le service. Si on n'arrive pas effectivement à proposer du service à nos clients, on va être toujours au même niveau, c'est-à-dire en fait des offres qui sont dénuées finalement de substance, dénuées d'humanité et qui ne prennent pas en compte les réalités de celui qui vit le sinistre. Et ce serait dommage parce qu'on pense qu'effectivement c'est là que doit se faire aussi la croissance. Merci beaucoup à tous les deux. Nous allons arriver au moment de clôturer ce panel. Peut-être en 2 secondes, un petit mot de la fin, Madame Bleweh, et puis je vais finir avec vous avant que nous passions à la pause déjeuner. Ce que je souhaite dire, c'est que l'Afrique est le continent de l'avenir et son secteur d'assurance et de réassurance doit être à la hauteur de cette ambition. Donc je pense que notre responsabilité à tous étant d'innover, de sortir un petit peu, de dépasser les approches traditionnelles, de repenser les modèles pour accomplir cette ambition. Et évidemment, la SR est pleinement engagée dans ce sens-là puisque nous faisons du développement du continent notre priorité stratégique. Merci beaucoup à vous, Madame Bleweh. Monsieur Constant Assis, votre mot de la fin. Merci. Alors, le mot de la fin, je vais l'intituler ainsi, incarnant le changement que nous voulons voir. C'est important. On l'a évoqué effectivement tout à l'heure, on veut du changement, mais dans nos actes, dans notre quotidien, on ne met pas en place en fait ce qui permet d'y arriver. Je vais reprendre en fait une maxime du président de la Banque africaine de développement, donc le président Akinwumi Adesina, qui disait que les grandes opportunités de développement émergent lorsque des individus, des organisations et des institutions décident de se mobiliser pour un avenir commun. Et je reprends. Les grandes opportunités de développement émergent lorsque des individus, des entreprises et des institutions décident de se mobiliser pour avoir un avenir commun. Et voilà, on a énormément, sur ces belles paroles, oui. On a énormément évoqué l'éducation de nos populations, l'éducation de nos organisations. J'aimerais en tout cas terminer en invitant tout le monde, si vous le souhaitez et si c'est possible, qu'on se lève tous pour pouvoir véritablement prendre l'engagement de faire l'éducation de l'assurance et des services financiers une priorité dans l'ensemble de nos organisations. Alors, on va vous faire lever, mais vous vous rasseyez s'il vous plaît, parce que j'ai un programme à poursuivre avec vous. Mais poursuivons cet engagement comme signe de notre engagement commun. Merci infiniment, Madame Bleweh, Monsieur Constant Assis. Je vous propose de vous mettre juste là devant pour la photo souvenir du panel pendant que Monsieur le vice-président de la FANAF nous rejoint. Je vous en prie, mettez-vous là, juste devant. Monsieur le vice-président de la FANAF, Mamadou Kay, qui va nous rejoindre pour vous remettre un cadeau en signe d'appréciation. Merci.
Voilà la photo en souvenir et en signe d'appréciation de votre participation à la 49e Assemblée Générale de la FANAF. Mesdames et messieurs, c'était Madame Wafa Mrewa, sous vos applaudissements. Pour Monsieur Constant Assis également, ce moment, cette photo officielle en signe de remerciements. Merci beaucoup encore à l'ensemble des intervenants. Merci à vous. Merci, Monsieur le Vice-président. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, il sera temps pour nous de prendre la pause déjeuner qui est offerte par Sicaré. J'ai le grand plaisir d'inviter sur scène Monsieur Karim Diarasouba, directeur général de Sicaré, pour nous partager quelques mots sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous exprimons notre appréciation à Sicaré pour ce déjeuner qui est offert dans le cadre de la 49e Assemblée Générale de la FANAF. Le pupitre est à vous, cher monsieur. Monsieur le Président de la FANAF, Monsieur le Président de la Fédération marocaine des assurances, Monsieur le Président du comité d'organisation de la 40e conférence de la FANAF, Monsieur le secrétaire général de la CIMA, Monsieur le Président de l'autorité de contrôle à CAPSI, Monsieur le directeur de l'IA, Mesdames et Messieurs les présidents des marchés des assurances, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux des sociétés d'assurance et de réassurance, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés d'assurance et de courtage, Mesdames et Messieurs les directeurs en vos rangs, grades et qualités respectives, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, je voudrais, au nom du conseil d'administration, de la direction générale et de l'ensemble du personnel de la Sicaré, vous souhaiter la traditionnelle cordiale bienvenue à tous les délégués de la 49e Assemblée Générale de la FANAF et aux aimables invités présents à l'habituel déjeuner offert par la Sicaré à l'occasion de la journée d'ouverture des travaux de la FANAF. Je voudrais adresser une fois encore mes sincères remerciements à Monsieur le Président de la FANAF, son bureau et les différents comités d'organisation qui nous ont toujours donné l'opportunité d'organiser le déjeuner de la première journée des travaux de la FANAF. La Sicaré, apprécie avec reconnaissance et une grande satisfaction ce partenariat avec la FANAF qui dure depuis des décennies, comme en témoigne encore une année, cette année, ce premier déjeuner offert à tous les invités et distingués et de tous les délégués de cette 49e Assemblée Générale de la FANAF qui se tient à Marrakech, au Royaume du Maroc. En ce qui concerne la Sicaré, elle entend inscrire cette collaboration dans la durée et cela afin de contribuer autant que se peut à l'effort et à l'intégration de l'industrie africaine de l'assurance. Par ma voix, la Sicaré voudrait réaffirmer, s'il en a encore besoin, sa volonté d'œuvrer aux côtés de la FANAF pour atteindre ces objectifs combien fort primordial. Mesdames et messieurs, sans vouloir rentrer dans les détails, je voudrais ici présenter quelques informations clés concernant la Sicaré. En effet, au cours de l'exercice 2023, la compagnie commune de réassurance des États membres, la CIMA, a réalisé des performances suivantes.
d'un chiffre d'affaires de 178 millions d'euros en 2023 contre 165 millions d'euros en 2022, soit une croissance de 10%. Le résultat net de l'exercice, quant à lui, est passé de 16 millions d'euros en 2023 contre 12 millions d'euros en 2022, soit une croissance, progression de 12%. Le montant des dividendes, pratiquement 5,5 millions d'euros, a été distribué en 2023, soit 34,29% du résultat net. Au titre de l'exercice 2024, les prévisions d'atterrissage au 31 décembre 2024 indiquent un chiffre d'affaires de pratiquement 202 millions d'euros, avec un résultat net projeté de pratiquement 18 millions d'euros. Les fonds propres sont pratiquement de l'ordre de 110 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, il ne sera pas inopportun de relever que tous ces résultats éloquents sont le fruit de la synergie de l'ensemble des parties prenantes de la SICARE depuis pratiquement 40 ans, de quête de la croissance et de l'excellence pour que la SICARE reste et demeure le réassureur qui rassure. La répartition du chiffre d'affaires passe désormais de 50% pour chacune des zones, en zone ciment 50% et en zone hors ciment 50%, en raison des efforts marketing constants sur les marchés. Les faits marquants de l'année 2024 ont porté essentiellement sur la reconduction de la note B+ de la SICARE par l'agence AMS qui confirme sa force du bilan, sa performance opérationnelle et l'amélioration continue de son cadre de gestion des risques. La célébration du 40e anniversaire de la création de la SICARE à Abidjan, en termes ivoiriens, l'adoption par le conseil d'administration de son plan stratégique de développement de la SICARE à l'horizon 2025-2029. Mesdames et messieurs, nous pouvons donc réaffirmer que la SICARE demeure résiliente face aux contraintes du marché de la réassurance, poursuivant son objectif de croissance saine. Elle reste cependant consciente des défis auxquels elle est confrontée dans sa marche effrénée vers l'excellence et entend y apporter des réponses adéquates et opportunes. Mesdames et messieurs, les actionnaires et les partenaires, je voudrais dès lors inviter tous les partenaires et acteurs des marchés à continuer de faire confiance à la SICARE, dont la proximité, la disponibilité et le professionnalisme sont autant d'atouts à votre disposition pour une gestion efficace de vos risques. Pour ce faire, je réaffirme l'engagement de la SICARE à œuvrer pour la consolidation de nos relations d'affaires avec davantage de réactivité dans le traitement de vos sollicitations, notamment par la mise à disponibilité de meilleures couvertures, l'assistance technique multiforme, la réalisation du partenariat technique et ou capitalistique, un retour conséquent sur investissement par une politique accommodante de distribution des dividendes. Honorables invités, c'est sur ces mots que je voudrais terminer mes propos en vous réitérant mes remerciements pour votre présence et tout à l'heure vous souhaitant un très bon appétit. J'ai essayé de résumer tout ce que je voulais faire. Je vais dire plus que ça. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le Directeur Général, pour cette invitation au déjeuner. Mesdames et messieurs, à partir de cet après-midi, 14h30, seules les sociétés membres de la FANAF sont invitées donc à l'Assemblée Générale statutaire. Je vous rappelle que ce soir, à 20h30, il y a le dîner offert par Sanlam Alliance. Demain matin, nous comptons vraiment sur votre présence nombreuse ici dans la salle. Il y a des panels extrêmement intéressants. Je vous souhaite une excellente après-midi et bon appétit. Merci.